médias sociaux chinois et sur les stratégies de marketing que les entreprises chinoises mettent en place sur l'Internet en Chine, avec une présentation de quelques chiffres, de la fréquentation et des différentes opérations lancées cette année sur Internet en Chine. Voilà. Donc, un petit rappel de contexte. Le contexte de l'Internet en Chine est très particulier du fait de l'accès aux sites occidentaux. Donc les sites occidentaux sont non accessibles quand ils proposent un contenu communautaire, non contrôlable et sans directeur de rédaction d'une certaine manière. Donc à travers ça, on peut faire la différence entre l'Internet disponible en Chine continentale et à Hong Kong et Taïwan, puisque Hong Kong et Taïwan n'ont pas le système de filtrage qu'on peut retrouver en Chine continentale. Certaines personnes et certains utilisateurs en Chine ont la possibilité de contourner contourner le contrôle gouvernemental, mais ça reste une frange assez petite d'utilisateurs. Donc un rappel sur l'usage d'Internet et surtout l'Internet mobile, puisqu'aujourd'hui les stratégies de marketing adaptées à l'outil mobile sont, c'est le sujet de la conférence. Donc on remarque bien qu'aujourd'hui en France, enfin du moins les chiffres 2011, chiffre 2011 de l'utilisation d'Internet mobile c'est 31% en France et 69% pour l'Internet fixe, alors qu'en Chine aujourd'hui il y a plus d'utilisateurs mobiles que d'utilisateurs fixes, 450 millions pour rappel du chiffre, un utilisateur mobile. Voilà. Et le téléphone portable est aussi un outil social de positionnement et un outil social de promotion, c'est-à-dire un bel outil un beau téléphone permet d'avoir un beau positionnement social. Donc un rappel sur les trafics des moteurs de recherche. Aujourd'hui les moteurs de recherche en Chine sont dominés par un opérateur chinois, Baidu. On remarque la progression de cet opérateur, la diminution un petit peu de la part de Google en comparaison avec le trafic en France en 2011, dernière colonne, où Google truste 90% du trafic des mots-clés et des recherches sur Internet. Ce qui rend très important la manière dont le référencement va être fait site occidental ou site chinois, car si Baidu référence et entraîne une campagne de publicité, elle va l'entraîner sur des mots-clés chinois plus que sur des mots-clés occidentaux et en caractère latin. Charles, les trois premières, c'est des données juste en Chine? Alors oui, tout à fait. Les trois premières, ce sont donc la fréquentation, enfin la part de marché 2007, 2009, 2011, uniquement en Chine. Voilà. Donc, et la dernière colonne, c'est 2011 en France. Donc là, j'ai proposé de faire un petit quiz au niveau... là, ce sont les marques occidentales, qui sont connues dans le monde occidental. Rapidement, on peut les reprendre. Donc, Facebook, Twitter, qui publie un contenu au jour le jour, soit en message court, soit en message plus long de la vie quotidienne. Tumblr, qui a un peu le même système, que Facebook et Twitter. Amazon, eBay, qui sont des sites de vente en ligne. MSN au milieu, qui est donc un site de instant messaging, c'est-à-dire de messages instantanés, qui permet de communiquer en direct. Foursquare, qui permet, check-in, qui permet de dire qu'on est dans un endroit. Voilà. YouTube, contenu de vidéo. Wikipédia, l'encyclopédie participative. Et Yelp, qui est un site de reviewing où on peut poser des critiques sur des restaurants, des matériels. Voilà. Donc ça, ce sont des marques qui sont les marques occidentales, qui sont connues, plus ou moins connues dans le monde occidental. Donc je vous propose, malheureusement il n'y a pas de chinois dans la salle, on aurait pu parler des correspondances avec des sites chinois. Mais donc je vais passer assez vite, à moins que certaines personnes aient des remarques à faire sur ce qu'ils pensent et ce qu'ils connaissent. Voilà. Connaissez-vous des sites de médias sociaux, des sites communautaires chinois? Oui. Chine, c'est l'équivalent de Facebook. Taobao, l'équivalent de eBay. Voilà, donc
Donc c'est vrai que ces marques sont très connues en Occident et donc très peu connues en Chine, puisque de l'usage, la plupart des sites Wikipédia, Facebook, Twitter, Tumblr, YouTube sont filtrés par le gouvernement chinois, donc non accessibles sur le territoire chinois. Donc voici l'offre chinoise. Voilà, l'offre chinoise en parallèle, c'est donc l'offre chinoise que je vous présente là est souvent à cheval ou à mi-chemin entre plusieurs thématiques, mais on peut considérer que Renren reprend le contenu de Facebook, comme Caixin 001 qui peut reprendre le contenu de Facebook, c'est du même profil. Weibo qui reprend un petit peu le même esprit que Twitter et les messages courts, Lofter qui reprend un petit peu l'idée de poster de manière journalière un contenu d'image, QQ qui est donc un logiciel de messagerie, Hudong, très intéressant, Hudong qui est l'équivalent de Wikipédia et qui permet de publier du contenu pour renseigner les gens sur une encyclopédie en ligne, mais où l'enregistrement ne se fait que par aval du gouvernement. C'est-à-dire qu'il faut être agréé par le gouvernement pour publier du contenu sur cette encyclopédie participative. Donc Youku, très intéressant, c'est donc un site équivalent à YouTube qui diffuse et qui broadcast donc de la vidéo et qui possède donc cette année, qui a signé en 2011 un accord avec Disney pour la retransmission du contenu Disney sur son réseau. Voilà, donc 360 Bytes qui est une entreprise équivalente d'Amazon qui propose en ligne d'acheter différents articles. Voilà. Et donc Taobao, 360 Bytes qui sont à cheval aussi sur le principe d'eBay. Voilà, on peut en même temps mettre du matériel d'occasion, vendre du matériel neuf et poster des revues sur ce matériel. Voilà. Donc comme vous le voyez, la plupart des sites chinois sont inconnus de l'Occident parce que déjà ils sont difficilement accessibles puisque rédigés qu'en chinois et en plus ce sont des marques qui ne sont pas communiques, sur lesquelles on ne communique pas en Occident. Donc pour donner une idée un petit peu donc, des ensembles que j'ai décrits, donc j'ai parlé de Facebook, de Twitter, de Messenger pour le monde occidental, donc de Renren, Weibo et QQ pour le monde oriental, donc pour la Chine continentale. Donc un million d'utilisateurs, on retrouve la fréquentation de chaque site. Donc voir Facebook avec plus de 750 millions d'utilisateurs affiche une domination, du moins une part de marché très importante par rapport à ce que peut représenter Renren. Twitter par rapport à Weibo, donc très important de voir que Weibo fait 2 tiers de Twitter en termes de messages échangés, en termes d'utilisateurs. Et donc une autre chose très importante, c'est Messenger et QQ. Messenger qui est en messagerie instantanée le logiciel pas le plus utilisé mais un des plus utilisés et qui représente la moitié de la fréquentation de QQ. QQ qui est donc le logiciel majoritaire en messagerie instantanée en Chine, et donc un logiciel chinois sur lequel je fais une étude. Je vous expliquerai une étude de cas sur la manière dont les gens participent à l'usage de QQ. Donc en termes de revenus, voilà, pour situer toujours les entreprises dans le monde du revenu en milliards de dollars. Donc voir que Taobao, eBay, donc eBay qui est un site mondial, enfin je veux dire on peut acheter du cuir d'Argentine, on peut acheter des montres de n'importe quel. On peut acheter des produits chinois aussi, hein. On peut acheter de tout sur eBay, mais on voit que Taobao représente va arriver rapidement à un chiffre d'affaires équivalent et dépasser eBay. Voilà, et de voir qu'Amazon est toujours le leader de la vente en ligne de manière mondiale. Sachant que même en étant cette position de leader, aujourd'hui Amazon arrête de livrer, c'est le dernier site qui fait ça, arrête de livrer gratuitement en Chine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a une tendance qui est assez forte sur l'impact de la logistique et du prix de la logistique qui fait qu'aujourd'hui même Amazon est obligé de facturer la livraison pour l'achat de biens. Voilà. C'était le dernier site qui avait la livraison gratuite peu importe le prix en Chine. Donc c'est important de voir que tout augmente et le coût de la vie augmente en Chine. Voilà, donc c'est une conséquence directe de l'augmentation du coût de la vie en Chine. Donc 1 million de pages vues, voilà, donc ça c'est vraiment un million de pages vues par mois. YouTube, donc mondial, broadcasting, worldwide. Youku, voilà, Youku, plus de la moitié de pages vues par mois par rapport à ce que fait YouTube sur le monde. Voilà, sachant que l'accès à YouTube est très difficile en Chine. Donc il faut imaginer que Youku diffuse comme contenu chinois une partie des expatriés et sur le territoire chinois surtout, et représente plus de la moitié du contenu diffusé. Enfin, représente donc, on va dire que c'est 90% des parts de marché de la diffusion de contenu. Moi je ne connais pas les chiffres d'Dailymotion,
tout ça, mais bon, ça montre bien que sur uniquement un pays, qui est continent, on a une diffusion de contenu très importante par des sites locaux. Vous voyez, elle est juste là à titre indicatif. Donc là, je vous ai repris juste une vision synthétique de chaque site et leur importance dans le monde, dans le paysage de l'Internet. Donc pour bien montrer que les communautés de Facebook et de QQ sont à peu près équivalentes, sachant que quand même la communauté de Facebook, bon, avec le nombre d'utilisateurs, ça ne veut pas dire forcément le nombre de comptes actifs, sachant qu'on a... là, on se prend sur j'ai récapitulé pour vous des chiffres qui représentent les comptes utilisateurs déclarés par les sites. Voilà. Donc rapidement, juste pour montrer des équivalences, voilà, et dire que si on agrégait les contenus de Twitter et de Messenger, on est à la moitié du contenu diffusé par QQ. Et montrer que les communautés mitées des réseaux sociaux en Chine n'arrivent pas, même si on rajoutait d'autres réseaux comme Douban ou comme Weixin, n'arrivent pas au nombre d'utilisateurs de Facebook, quand même cumulé. Donc, la segmentation de l'offre sur le territoire chinois. Donc bien comprendre qu'aujourd'hui, quand on parle de médias sociaux, médias collaboratifs, ou du moins de communautés, quand on parle de Facebook en Europe, quand on parle de Twitter, on parle en général d'un site et d'une manière de communiquer. C'est-à-dire Facebook, okay, on communique avec Facebook, on fait des pages entreprises, on fait des sites, des mini-sites ou des applications dédiées aux médias. Ou Twitter, on donne du contenu d'actualité très rapide et actualisé toute la journée, alors qu'en Chine, l'offre est complètement différente. L'offre chinoise est très très segmentée en fonction de l'âge, en fonction du milieu social, en fonction de beaucoup de différents caractères qui segmentent et qui donnent un petit peu ce type de profil. Alors bon, là c'est toujours pareil, c'est des clichés, c'est-à-dire dans le sens c'est pour catégoriser les gens, mais l'offre est segmentée. Donc Facebook est plutôt une offre réservée à des expatriés occidentaux qui gardent le contact avec leur famille ou à des Chinois qui ont eu une expérience européenne ou une expérience occidentale et qui veulent continuer à garder ce contact en parlant anglais avec leurs amis, leur famille. Après, on a QQ, qui est donc un réseau qui n'attire vraiment que les jeunes. C'est un réseau qui est basé sur le jeu, qui est basé sur des choses qui plaisent aux 14-18, on va dire, en Chine. Donc, c'est un réseau très très jeune, avec le succès de jeux comme Happy Farm, donc c'est un cas marketing que je vais développer tout à l'heure. Renren, donc, qui est un réseau social donc, assez proche de Facebook dans l'utilisation, mais avec une mise en page assez moderne et plutôt branché sur la mode. Voilà. Weixin, donc, qui est un réseau qui est donc, du même type que Renren et qui pourrait se comparer à Facebook, mais qui attire une clientèle, qui attire des utilisateurs plus matures, qui ont déjà une position sociale plus importante et qui ont déjà des revenus plus conséquents. Et donc à titre d'exemple, parce qu'on a Douban qui est le site de qui est un média de contre-culture en Chine, dans la mesure où on peut faire de la contre-culture en Chine, où des films de réalisateurs indépendants et de la musique indépendante sont diffusés de manière illégale. Il n'y a pas de contrat de diffusion de ces médias, mais voilà, c'est des films indépendants diffusés par des gens qui tiennent des discours un peu de contre-culture. Voilà. Et donc, bien voir que tout ça, Douban, Weixin, Renren, QQ serait remplacé en Europe par Facebook et dans le monde occidental par Facebook tout simplement. Car Facebook n'est pas disponible en Chine du fait du Great Firewall et donc l'offre a été créée, segmentée par différents sites qui ont attiré chacun une communauté particulière. Ce qui est très intéressant, c'est de voir dans les cas que je vais développer, de voir que comme chaque réseau social, chaque réseau communautaire a une cible particulière, les campagnes marketing et la manière de mettre en avant et de promouvoir les produits peuvent être encore plus segmentées et encore plus efficaces que sur un réseau comme Facebook où on filtre par habits, ville, sexe, voilà. On arrive à filtrer mais on n'a pas la même qualité de cible. Donc, pour parler un petit peu du marketing utilisé par les entreprises chinoises, j'ai fait quelques petites études de cas. Donc je vous propose d'abord de parler de QQ. QQ qui est donc un logiciel de messagerie instantanée où le système de membership, d'enregistrement est basé sur des statuts. Donc ça c'est quelque chose qui est très courant en Chine pour un
club de cigares, un club de vin, le golf. Voilà, le niveau de membership est quelque chose de fondamental dans le statut qu'on veut montrer à ses amis et dans le statut qu'on se représente même nous-mêmes. Donc il y a un statut qui est le statut RAID dans le QQ, qui est un statut gratuit qui permet d'avoir accès à la messagerie instantanée basique. Un statut donc Yellow qui devient le premier statut payant qui permet d'avoir accès à l'édition et au contenu de blog. Voilà. Après un statut Blue qui permet d'accéder au premier jeu, Purple et Pink qui sont d'autres statuts qui permettent d'accéder à d'autres jeux, Green qui permet d'accéder à un partage de musique, VIP qui permet d'accéder au système de bêta sans publicité, et Black, voilà, qui est dans le principe de Truc Infinity, voilà, vraiment le statut le plus prestigieux qui permet d'accéder à un jeu contre joueurs, qui est un jeu qui est basé donc vraiment sur quelque chose de très culturel chinois, c'est-à-dire le jeu contre l'adversaire. Voilà. Alors on fait pas que de la messagerie, on est tout dans un système, qui est dans un écosystème qui utilise différents postes, la musique, le jeu. Donc ça, ce modèle-là, c'est un modèle qui est complètement transposable à d'autres activités, comme je l'ai dit, le golf, comme les clubs de vin. Voilà, quelqu'un qui est amateur d'un club de vin paye un fee pour rentrer à l'année $1000, mais s'il paye $1500, il est member silver, qui lui permet d'avoir accès aux dégustations officielles de grands crus, et s'il est member gold, il est mieux que member silver. Donc ça, c'est important dans la manière dont on approche, quand on crée un produit en Chine, quand on développe un produit en Chine, s'appuyer sur des ambassadeurs qui ont chacun un statut différent permet de créer une image valorisante pour la personne qui l'utilise. Donc le clan Groupon, donc tout le monde connaît Groupon, j'en ai pas parlé tout à l'heure, parce qu'en fait Groupon en Chine a beaucoup de retard du fait qu'il existe en Chine une très très large diffusion de sites internet qui regroupent le groupement d'achat. C'est-à-dire que chaque ville a son site de groupement d'achat, presque chaque quartier a son groupement d'achat. Et aujourd'hui avec les sites internet, on recense plus de 1500 sites qui se chargent de regrouper pour vous l'achat d'un téléphone portable, l'achat d'une nouvelle armoire, l'achat de tous les biens de consommation. Donc aujourd'hui, Groupon s'est installé tard, fin 2011, uniquement à Pékin, pour proposer des opérations promotionnelles de groupement. Donc ce qui est assez tardif pour un site qui existe dans le monde occidental depuis 2008. L'offre est très segmentée et donc ça empêche vraiment qu'un leader s'impose. Venant du monde occidental ou qu'un leader s'impose en Chine. Donc l'exemple c'est de dire que Groupon au démarrage a essayé de s'associer avec Tencent qui est la maison mère de QQ, qui est une entreprise installée à Shenzhen, et en même temps que le partenariat chinois a été fait avec Groupon, Tencent a lancé un site concurrent. Voilà. Donc ça montre un petit peu le genre de partenariat qu'un occidental peut imaginer avec un partenaire chinois. On installe un partenariat, on installe un transfert de technologie ou peu importe, un transfert d'expérience, et on se retrouve avec le partenaire chinois qui développe son site parce qu'il considère que le partenariat européen n'est pas le bon. Voilà. Sans se soucier de savoir si à long terme le choix ne serait pas bon. Meituan, qui carrément a repris la charte graphique de Groupon, c'est-à-dire que si on va sur le site de Meituan, si on affiche les balises des images, on se retrouve avec des images qui portent le même nom que la charte graphique de Groupon. Donc ils ont tout simplement aspiré la charte graphique de Groupon et ils l'ont utilisée pour leur site de groupement d'achat. Et donc en ce moment, les stratégies de Groupon ont été, on peut dire mauvaises, puisqu'elles ne sont pas arrivées à installer le site comme un leader. Donc ils ont en ce moment une joint venture avec Gaopeng, qui est un autre site de vente en ligne, où c'est les Chinois qui gèrent l'action commerciale et le regroupement des achats. Donc HappyFarm, tout à l'heure j'en ai parlé par rapport à QQ, c'est une application qui a été lancée d'abord sur le réseau QQ. C'est une application, alors tout le monde là, vous allez me dire HappyFarm, moi je connais Farmville. Non, en fait HappyFarm a été lancé en 2008, donc HappyFarm a été lancé sur le réseau QQ. Donc c'est une application qui est plus vieille que Farmville et en fait qui est à l'origine de Farmville. En fait c'est une application qui n'était disponible que sur le réseau QQ. Donc j'ai choisi pour illustrer cette carte qui représente en 2010 les quantités d'échanges effectués sur les réseaux sociaux en nombre d'échanges. C'est-à-dire qu'on voit les différentes communautés.
et leurs échanges respectifs, et de voir que déjà en 2010, les échanges de QQ étaient largement supérieurs à Twitter ou à Skype, ça donc c'est clair, mais que le jeu Happy Farm sur le réseau QQ, en grande partie à l'heure actuelle sur le réseau QQ en 2010, même s'il y avait d'autres réseaux disponibles, représente un échange d'informations qui est supérieur à Twitter aussi, supérieur à Skype. Donc c'est vraiment une représentation synthétique du volume d'échange de ces réseaux et de ces applications. Donc Happy Farm est un jeu de culture, donc on cultive son jardin, mais en même temps, pour faire grossir son jardin, on va chez les voisins piquer des légumes, et ces légumes-là, qu'on pique chez le voisin, font partie de son compte. Voilà, et donc chacun peut aller piquer les légumes du voisin pour les mettre à son compte sur son compte propre. Et Farmville, donc une application qui a été lancée sur Facebook, a copié ce modèle-là uniquement en 2009. Donc là, voilà un exemple de marketing. Donc après vous avoir défini un petit peu chaque application et une vue globale des réseaux et de l'utilisation des réseaux, voici un cas type de marketing, donc beverage, c'est-à-dire distribué par Cofco, leader entreprise leader chinois de la distribution des boissons sur la Chine, entreprise gouvernementale, donc c'est une entreprise d'État, dirigée par l'État, a lancé donc une campagne pour le lancement d'un produit, une boisson aux légumes, c'est-à-dire une boisson avec jus de carotte, jus de tomate, l'Oras. Donc, et ils ont choisi de lancer ce produit à base d'une campagne de marketing sur un réseau social, Kaixin. En fait, ils se sont appuyés sur le jeu Happy Farm, qui est un jeu de culture de légumes, comme je vous ai expliqué. Et en fait, cette culture de légumes, pendant un temps limité, permettait de créer, c'est-à-dire une application détachée de jus. C'est-à-dire, on cultivait, j'avais mes carottes, 5 carottes me permettaient d'avoir 50 centilitres de jus, et j'avais du jus. Je pouvais le distribuer virtuellement en envoyant, j'aime le jus Happy Farm, je l'envoie à mes amis. Cofco s'est dit, c'est un moyen de lancer notre jus. Et donc, ils ont créé de manière temporaire la possibilité de transformer ce jus virtuel en jus réel en envoyant des bons d'achat à ses amis. C'est-à-dire que les meilleurs cultivateurs de légumes ont pu faire du jus de légumes et l'envoyer à leurs amis pour bénéficier de bons d'achat pour aller au supermarché, acheter des jus d'Horace et découvrir cette nouvelle marque. Donc ça, c'est vraiment un exemple vraiment type de voir l'application que les entreprises chinoises font des réseaux sociaux. Donc juste une petite note sur les QR codes pour suivre la démo de Philippe sur 20 codes. Voilà. Alors en Chine, donc comme je vous ai parlé de la Chine continentale. C'est-à-dire il faut vraiment faire la différence Chine continentale, Hong Kong, Taïwan. Tout est considéré comme la Chine pour un Chinois, mais les habitudes et les usages sont différents. Voilà. Donc là je parle de la Chine continentale. Donc le QR code, très développé en Corée, au Japon, où on voit souvent les images à la télé, des gens dans la rue qui flashent devant un distributeur pour obtenir le produit à la maison, ou qui rentrent dans le métro avec les codes et qui les flashent pour avoir la commande livrée chez eux. Donc en Corée, au Japon, c'est très développé, il n'y a aucun problème, puisqu'à l'origine, ils ont le problème du clavier qui fait que rentrer une adresse internet sur un téléphone portable sans clavier à lettres, c'est une corvée. Donc eux, l'acceptation culturelle et technologique est très importante, donc c'est quelque chose de très développé. Sauf qu'en Chine, il y a d'une part une ignorance de l'outil. L'outil, même si les smartphones sont développés, aujourd'hui les smartphones sont utilisés, comme vous avez vu la taille de la communauté QQ, c'est pour jouer. C'est-à-dire on joue en ligne, on a un écran, ça permet de suivre l'usage fixe d'Internet sur l'usage mobile, on joue. Donc l'ignorance de l'outil, de scanner. La pénétration technologique est moins importante puisque la pénétration technologique des smartphones est beaucoup plus récente en Chine qu'au Japon ou qu'en Corée, du fait du pouvoir d'achat qui augmente mais qui n'a pas le même niveau il y a 3 ans que ce qu'il avait au Japon. Et surtout, ça c'est une discussion avec les Chinois que j'ai eue, ils sont très suspicieux et ils ont vraiment peur d'utiliser ce code parce qu'ils pensent que ça va être un outil pour les localiser et pour les spammer, c'est-à-dire leur envoyer des messages non sollicités. Donc ils ont très peur de ça parce que aujourd'hui nous, tous avec un téléphone portable on reçoit des SMS non sollicités, mais en Chine on peut recevoir 60 SMS par jour. On peut changer de numéro, je veux dire à un moment donné on change de numéro de téléphone. Donc cet usage fixe, cet usage très localisé du téléphone portable et du SMS, ils ont
peur que le QR code, que le fait de flasher, d'enregistrer quelque chose avec son téléphone entraîne un usage, dégrade leur usage du téléphone. Voilà. Parce que la méconnaissance de l'outil, parce que la pénétration technologique est en retard. Donc là j'ai choisi d'illustrer, après vous avoir parlé de tous ces sites, j'ai choisi de les illustrer un petit peu. Donc ça c'est la page d'accueil de QQ. Bon, c'est pas la page d'accueil de la messagerie, c'est un peu plus... Bon, je vais vous montrer après, Weibo. La page d'accueil de QQ, donc c'est obscur. Voilà. Je pense que là, quelqu'un qui se présente devant ce site-là, bon, un Européen, un Occidental, n'a pas la possibilité de comprendre exactement, et surtout si on inverse la situation, c'est-à-dire si on dit un occidental va lancer une campagne de communication sur un outil chinois, qu'est-ce qui va attirer l'œil d'abord en premier? Bon, on est un peu perdu, et donc forcément si on installe une campagne de communication, il va falloir qu'on nous donne les clés et qu'on essaie d'utiliser les clés de gens qui connaissent et qui travaillent sur le pays. Donc Weibo, donc voilà, là vous allez me dire c'est beaucoup plus facile, hein. Mais bon, à part vous loguer, je vous mets au défi de faire autre chose, hein. Les fils, tout est en chinois, la méthode des classements, bon voilà, c'est obscur. Bon, à part de se loguer, si vous avez déjà réussi à créer un compte en chinois, vous ne pouvez pas faire grand chose. Ce qui est intéressant à noter, ça c'est juste un petit peu technique, c'est que ces sites-là sont entièrement en chinois, pas de traduction, ou une FAQ à la limite, ou un code de privacy avec une petite description en anglais, mais toutes les rubriques que vous voyez sont des rubriques dans la construction du site en anglais. C'est-à-dire que demain, c'est votre avis personnel, demain les sites pourront être traduits en anglais et pourront être utilisés en Occident. Au contraire des Facebook, Twitter, Tumblr et tous les autres contenus participatifs de Wikipédia qui sont en fait filtrés par le Great Firewall pour l'usage en Chine. Demain, les sites chinois, ils mettent une traduction en occidental, une traduction en français, une traduction en anglais, en allemand, peu importe, et bien ils seront accessibles à l'Occident. C'est-à-dire que vos amis chinois, demain, auront la possibilité de vous contacter sur leur réseau et vous, d'aller faire un transfert vers leur réseau, puisqu'ils n'ont pas accès à Facebook, puisqu'ils n'ont pas accès à Twitter. Donc ça c'est important de voir que la plupart des nouveaux sites, les nouveaux comme Weibo, comme RenRen ou comme Caixin, ont déjà une arborescence et une architecture qui permet d'avoir une transformation facile vers l'anglais, vers le français, vers le japonais. Donc Taobao, voilà, toujours exemple pour illustrer. Donc pareil, si vous surlignez avec votre souris là, chaque page, ben vous verrez là-haut FAQ, vous verrez privacy, vous verrez user, vous verrez... Voilà. Et donc je veux dire, il ne manque que la traduction. C'est à faire en parallèle avec les sites japonais. Pour ceux qui ont toujours pareil un peu technique, dans les sites japonais, si vous faites un surlignage des liens, vous verrez des choses obscures, anti/_ underscore 3vw barre 4, voilà, ça c'est user. Anti/_ 2466, c'est les questions fréquentes. Voilà. Les sites japonais sont pas compréhensibles pour les occidentaux, mais en même temps ils sont pas faits pour être compréhensibles et ils sont pas faits pour être traduits. Voilà. Alors les sites chinois, oui. Donc les messages à faire, enfin, que je voudrais, les points forts sur lesquels je voudrais que vous vous rappeliez un petit peu, c'est de dire que en Chine, les médias participatifs ne sont pas en retard. L'offre est complète, elle est très segmentée, même au niveau marketing, elle est beaucoup plus adaptée que notre offre à nous, puisqu'elle est complètement, elle s'est développée petit à petit, et comme il n'y a pas de leader, elle est toujours très réactive et très complète. Que le trafic entre 2010 et 2012 sur ces outils a doublé, voilà, et on peut espérer une croissance identique sur 2012, puisque bon, globalement ceux qui vendent en Chine, ceux qui travaillent en Chine voient un petit peu leur croissance, c'est vraiment quelque chose de fort, la croissance, et que donc c'est forcément des supports de publicité émergents, donc avec le CALOAS, mais vraiment difficile à atteindre pour des occidentaux avec une mentalité occidentale. Aujourd'hui, moi, donc j'ai une expérience chinoise, je travaille depuis 2004 en Chine, donc j'ai déjà vécu du chinois, même si je n'avais jamais habité là-bas, j'ai passé du temps, même en ayant une vue, en se disant je vais les écouter, je vais les entendre, je ne les